Alors ça n'en finira jamais, pensait Sabine. Nous serons toujours soumises aux hommes d'une façon ou d'une autre. Nous serons toujours cette marchandise, espérant qu'on l'achète, les noces ou la misère. Ce troc auquel aujourd'hui encore on se prête, désirant le mariage et le plus tôt possible avant notre date de péremption. Et d'ailleurs, quelle est-elle? 20 ans? 25? 30? Sabine aurait-elle 30 ans un jour? L'âge des mères, elle ne voulait jamais l'avoir. Elle voulait aimer un homme et être aimée par lui, se donner et rien d'autre en échange, pas de mariage ni de procréation et aucune ascension sociale. Elle voulait se consacrer à l'amour comme à la plus haute cause, car sans amour, à quoi servait de vivre? Après avoir raconté le destin extraordinaire d'une héroïne hors du commun, elle est de retour avec une fresque romanesque sur l'émancipation des femmes dans les années 70. La romancière Véronique Olmy est l'invitée du jour dans À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Véronique Olmy. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver donc 3 ans après la sortie de Bakita, l'histoire d'une esclave, la première femme africaine à avoir été canonisé par le pape, un carton en librairie. Est-ce qu'un succès comme celui-là donne confiance ou au contraire rajoute un peu de pression? C'est les deux. C'est-à-dire que ça donne une confiance parce que Bakita, c'était un long roman. Et donc, je me disais que si j'y étais arrivée une fois à tenir ce souffle, je pouvais essayer de continuer. Et puis, oui, une petite pression. Mais vous savez, c'est comme le trac. C'est-à-dire que c'est bien, ça vous stimule en même temps. Ça met un peu d'adrénaline. Oui. Alors, donc, vous êtes de retour avec Les Évasions particulières, toujours chez Albin Michel. Alors, cette fois, vous nous racontez le destin de 3 sœurs qui grandissent à Aix-en-Provence. L'aînée, Sabine, veut travailler dans le milieu du théâtre. Elle rêve de Paris. La deuxième, Hélène, est partagée entre deux mondes, puisqu'elle passe ses semaines ou son année chez son oncle et sa tante dans un milieu très différent de celui de ses parents. Et puis la dernière, Mariette, asthmatique, la plus silencieuse, peut-être aussi celle qui a le plus de mal à quitter ses parents. Ce sont les 3 filles de la famille Malivieri, une famille simple, catholique, donc du sud de la France, un milieu que vous connaissez bien. Il y a un peu de vous dans ces 3 filles. Bien sûr, il y a un peu de moi dans les 3 filles, il y a un peu de ma famille dans cette famille. Moi, je viens d'Aix-en-Provence, effectivement, d'une famille catholique pratiquante, mais pas du tout intégriste ou traditionnaliste. Et ce qui m'a intéressée, c'était justement de suivre à travers cette famille-là, en province, l'évolution de cette décennie incroyable. Oui, parce que donc vous situez votre livre au cœur de la période post-68arde, les années 60-70, une décennie importante pour le combat des femmes. Il y a vraiment l'émancipation féminine dans ce roman. On a parlé de ces 3 filles, il y a aussi leur mère qui est femme au foyer, puis qui va vraiment tout faire pour trouver un métier, devenir factrice. Qu'est-ce que vous vouliez raconter? Je voulais raconter comme c'est long et comme c'est lent de changer d'opinion, de réalité, de vue sur la vie. Et en fait, je voulais écrire un livre sur le retentissement. C'est-à-dire ça ne se passe pas en 68, ça ne se passe pas à Paris ni chez des gens convaincus. C'est comment on arrive, fort heureusement, à être influencé par la société, l'interaction entre l'intime et le public. Et effectivement, cette décennie est décisive pour l'évolution des femmes, puisqu'il va y avoir les grandes lois, la loi Simone Veil sur la libéralisation de l'avortement et de la contraception. Quel est pour vous le tournant de ces années-là? Vous choisissez cette période-là. Oui. Pour vous, c'est là que se passent les plus grandes victoires pour le mouvement des femmes? C'est la première grande victoire, oui. Je pense que c'est vraiment le fait que la femme puisse décider de ce qu'elle fait de son corps. C'est une véritable révolution puisque l'avortement était un crime contre la nation depuis 1920, ce qui veut dire que le corps de la femme appartenait à l'Église, à l'armée, à l'État. Elle était là pour que la démographie soit forte en prévision des guerres. Donc, vous vous rendez compte, tout d'un coup, vous dites non, en fait, le désir ou le non-désir d'enfant, c'est à toi qu'il appartient. C'est inimaginable. Et elles le vivent assez différemment, ces 3 sœurs. Comment est-ce que c'est perçu par chacune d'entre elles? C'est très différent parce qu'elles n'ont pas le même âge. Et je pense que dans une famille, selon la place qu'on a d'aînée ou de benjamine, on n'a pas les mêmes parents.
Et puis, on n'a pas les mêmes rêves. Donc, c'est vrai que Sabine, l'aînée, elle essaye, elle lit les journaux, elle va à la bibliothèque, elle écoute les émissions. Et elle est poreuse au monde. Elle rêve tout de suite de partir à Paris, faire du théâtre. Hélène, elle est plus préoccupée par d'autres questions, la souffrance animale, l'écologie. Et c'est dans un pays où ça avance très doucement, même si on est alerté. Et Mariette, c'est celle qui porte les secrets de la famille parce qu'on lui dit tout. Et puis, elle va s'évader par un autre chemin qui va être celui du silence et donc de la musique. Les hommes sont quand même présents dans le roman. Il y a l'oncle, il y a surtout le père qui a l'air d'assister un peu en spectateur à cette révolution féministe. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent toujours rester extérieurs, les hommes? Non, c'est parce que pour la génération de mon père, par exemple, c'était très compliqué parce qu'ils ont été éduqués avec des injonctions aussi très fortes. Tu seras le chef de famille, tu ne pleureras pas, tu seras fort, protecteur. Et tout d'un coup, le chef de famille n'a plus de royaume. Donc, mon père et les hommes de bonne foi de cette génération, pas les machos, ça m'intéresse pas, les êtres binaires qui ne sont pas complexes, c'est pas intéressant pour un écrivain. Ce qui est intéressant, c'est un être tiraillé entre un amour et une tendresse très forte pour sa femme, ses filles, et une incompréhension totale, l'impossibilité à les rejoindre. Je trouve cette déchirure est très belle aussi à écrire. En tout cas, votre livre sort dans un contexte évidemment un peu particulier. Contre toute attente, les libraires semblent tirer leur épingle du jeu. En ces temps de pandémie, depuis le déconfinement, les amateurs de lecture se sont rués chez eux pour faire le plein de livres. Plus de 20% des ventes entre mai et juillet, une bonne habitude qui semble perdurer. Regardez. Elle tourne la tête vers la porte qui s'ouvre et une douleur lui saisit la nuque. Elle ramène sa main au-dessus de son épaule en grimaçant. Le lit austère. Ce sont des histoires que l'on aime se raconter, plongées dans des romans, des essais, de la poésie. Il faut survivre aux maladies. Pour certains, la lecture fut un exutoire pendant le confinement, une redécouverte. Je lis plus que l'année dernière. Ça m'a vraiment remis. La lecture, c'est vraiment comme un entraînement. C'est comme le sport, en fait, presque. Et donc, ça m'a remis vraiment dans un rythme de lecture. Mon appartement a beau être rempli de livres, j'ai dû me sentir un peu restreinte. Donc c'est vrai que j'en ai acheté beaucoup, oui, après le déconfinement. La commande a été passée, mais on l'a pas reçue. Première à en profiter, les librairies. Non, elles ne sont pas mortes, si l'on en croit le gérant de cette boutique parisienne. Elles connaissent même un succès fulgurant depuis le déconfinement. On a une progression de 65% du chiffre d'affaires en juillet, ce qui est relativement exceptionnel pour une librairie qui est installée à cette adresse depuis 10 ans. Donc on est vraiment surpris et agréablement surpris par cette augmentation de notre chiffre suite au déconfinement. Oui. Pour tout le secteur, c'est une bouffée d'oxygène après 2 mois catastrophiques. De mi-mars à mi-mai, pendant le confinement, les ventes avaient en moyenne chuté de 95% par rapport à la même période l'an dernier. Mais de mi-mai à mi-juillet, elles ont progressé, plus 19,6% comparé à 2019. Au moment du déconfinement, les librairies ont bénéficié d'un contexte favorable. Les cinémas et les musées n'avaient pas encore ouvert. Ce rebond est-il éphémère ou le signe d'un changement de comportement plus profond? À Toulouse, dans cette institution de la ville, on veut croire que le succès sera durable. Depuis plusieurs semaines, la gérante voit passer en rayon de nouveaux venus. Ils ont envie du coup de redécouvrir des choses, ils ont envie de conseils, ils ont envie de savoir ce qui se passe en littérature contemporaine, ils ont envie de lire des essais. Et donc ça, c'est, je dirais presque une nouvelle clientèle parce que c'était des gens qui avaient un peu disparu. Et ça, c'est une vraie bonne surprise. Des lecteurs confirmés ou débutants qui tiennent à se déplacer en librairie plutôt qu'acheter en ligne. Il y a un conseil, il y a un avis, il y a des gens qui ont aimé. On furette, on tourne autour des tables, on prend le livre, on le retourne. La librairie, c'est un cœur vivant. Internet, c'est pas un cœur vivant. Le confinement aura peut-être permis de renforcer la position des libraires. Chaque année, autant de livres sont vendus dans leurs magasins que sur Internet. Voilà, une note d'espoir bienvenue. Vous avez lu, vous, pendant le confinement, Véronique? Oui, moi j'ai lu, mais plutôt des biographies. J'ai lu la biographie de Baudelaire, de Hugo, de Simon. Pour nourrir un prochain roman, peut-être? Non, justement, je ne pouvais pas me concentrer sur une documentation pour la suite. Je trouve ce reportage très émouvant. Il faut saluer le travail des libraires, parce que sans leur travail, leur résistance, leur proximité, la façon dont ils ont mis en lien leur librairie avec la vente, etc., c'est vraiment... ça ne peut pas se faire, ça, sans eux. C'est important de saluer leur travail. On va finir avec votre coup
coup de cœur culturel du moment. Je crois que vous voulez nous parler de musique. Un titre avec Véronique Sanson, c'est ça? Oui, j'aime beaucoup le dernier album de Grand Corps Malade. Ça s'appelle Mesdames. C'est des duos avec des filles à chaque fois de générations différentes, de styles de musique différentes. Et je trouve Une sœur, je me suis dit quand même. Ça fait écho évidemment à votre. Elle est très émouvante. À votre livre. Ce livre s'appelle Les évasions particulières. Est paru chez Albin Michel. Merci beaucoup, Véronique Olmy, d'être venue nous en parler. Merci aussi à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images du duo Grand Corps Malade, Véronique Sanson. Le titre s'appelle Une sœur et figure sur le dernier album du slammer Mesdames. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Dans la même chambre et on a écouté les mêmes histoires. Quand mes plus lointains souvenirs s'assemblent, je croise forcément son regard. Elle m'a appris à jouer aux dames et à écrire mon prénom en attaché. Beaucoup plus de rire que de larmes. On ne s'est même jamais vraiment fâché. C'était votre programme avec Santarome Bio Immunité. Une formule 100% naturelle et bio. Santarome Bio, la nouvelle génération phyto. C'était votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Le 25 octobre, les Chiliens participeront à un référendum historique pour changer la constitution adoptée durant la dictature de Pinochet. Ce vote est l'aboutissement d'un an de manifestations, auxquelles le gouvernement a répondu par une répression violente. 31 morts, des milliers de blessés, dont 468 personnes qui ont perdu un œil par des tirs de policiers ou de militaires. Ces éborgnés sont devenus les martyrs du mouvement social chilien. Nos reporters sont sur place au Chili pour rencontrer ces éborgnés et mesurer la colère de la jeunesse chilienne. Reporter, présenté par Antoine Cormery, à voir sur France 24 et france24.com.